tardes. Mi nombre es Patricio Powell, soy el subdirector de la Academia Diplomática de Chile. Es un honor para la Academia Diplomática Andrés Bello dar a ustedes y muy especialmente al señor Jean Pisani-Ferry y al señor Sergio Vitar una muy cordial bienvenida a esta casa donde se forman los diplomáticos chilenos, algunos de los cuales nos acompañan hoy, para el desarrollo del taller Gobierno y Prospectiva, una mirada país. Presento las excusas del Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Rodrigo Peñailillo, y de la Ministra Secretaria General de la Presidencia, señora Jimena Rincón, quienes no han podido estar presentes en esta actividad por urgentes razones de agenda. Ellos, sin embargo, han seguido de cerca la apretada agenda del señor Pisani-Ferry en Chile. La presencia de alumnos de la Academia Diplomática y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores aquí no es casual, igual que para toda la administración pública chilena. El tema de la prospectiva es muy importante para nosotros y hay una iniciativa que apunta precisamente a mirar el tema país en el largo plazo. El ministro del Interior ha pedido a don Sergio Vitar, quien ha preparado la agenda del señor Pisani-Ferry en Chile y quien lo ha acompañado en esta visita, que en su representación haga una introducción de nuestro invitado. Tengo a continuación el gusto de ofrecer la palabra a don Sergio Vitar, presidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Señor Vitar. No, eso sí. Esto funciona. Hay que empezar a hablar y automáticamente ¿se oye? Bueno, yo quiero agradecerles la presencia y voy a no solo presentar al profesor Pisani-Ferry, sino además ubicarlos. ¿Por qué esta reunión? El ministro del Interior invitó al comisario general de Prospectiva y Estrategia de Francia, Jean Pisani-Ferry, designado para esa tarea por el presidente Hollande el 2013, para que, por encargo de la presidenta también, pudiera apoyar y dar a conocer cómo los franceses han trabajado el tema de estrategia y prospectiva y cómo esa experiencia puede servirnos a nosotros y a todos los equipos que la presidenta ha formado y que están trabajando en los distintos ministerios o comisiones que se han creado con la mirada de largo plazo. O sea, esto no se ubica, por lo tanto, en los temas de corto plazo, es la experiencia de cómo armar y cómo apuntar progresivamente a una estrategia de Chile a largo plazo. El punto principal es que Jean ha dirigido un equipo que ha preparado un documento que yo sugiero que lo leamos todos, que se llama ¿Qué Francia en 10 años? Con un trabajo interno, político, con los partidos, con las organizaciones sociales, con el Parlamento, con los expertos, en el contexto europeo, en el contexto mundial. Y entonces, esa experiencia francesa para nosotros es muy útil, es muy importante. Recuerden, algunos de ustedes, no veo muchas canas acá, pero en los años 60, cuando en el gobierno del presidente Frei Montalva se creó ODEPLAN, eso tomó como referencia el Comisariado Plan de Francia, que fue creado después de la Segunda Guerra. Y a nosotros nos sirvió mucho. Yo alcancé a trabajar allí un tiempo cuando egresé de Ingeniería y la llamada planificación indicativa de Francia tenía una importancia grande de cómo hacerlo. En ese tiempo estaba la experiencia de las planificaciones de los países socialistas, de la Unión Soviética. Era otro mundo, pero nos inspiró la francesa. En Francia, el comisariato del plan se cerró el año 2006. En Chile, el Ministerio de Planificación se cerró el 2011.
De manera que ellos, en reemplazo del comisariato del plan, crearon un centro de estrategia, más bien como centro de investigación, que lo que yo he sabido es que no funcionó mucho. Y luego el gobierno tomó la decisión de retomar el mismo edificio y la misma historia del comisariado plan y cambiarlo a la stratégie et la prospective, que es la nueva forma de planificación en el mundo contemporáneo, en condiciones de incertidumbre, de globalización, prospectiva y estrategia. Entonces, la experiencia para nosotros es relevante. Y en ese sentido, entonces, tenemos con nosotros a Jean Pisani-Ferry, que tiene además una doble cualidad, que es clave para estas funciones. Tiene una gran formación y un gran intelecto en lo técnico, económico, social, y tiene una gran capacidad de integración social y de integración política. Y el encargo que le ha hecho el presidente, entonces, lo ha realizado con una experiencia que para nosotros es muy relevante. Ahora, vamos a ver de él, él va a hacer una presentación. La presidenta ayer estuvo 1 hora con Jean Pisani-Ferry preguntándole cómo se hizo en Francia, qué pasa en Europa, qué otras experiencias hay. Luego nos reunimos con el Consejo de la Innovación para la Competitividad, para ver también cómo, y le hicieron muchas preguntas. Después nos fuimos al Senado y nos reunimos con la Comisión del Futuro del Senado, de manera que podamos tener la combinación de las dos miradas. Terminamos con una reunión con el rector de la Universidad de Chile y todo su equipo. Hoy esta reunión es, yo creo, la más importante, porque ustedes son los que están haciendo este trabajo en Chile y por lo tanto las preguntas que le puedan hacer y ver cómo lo han hecho ellos es importante. Ustedes saben, se conocen bien, pero aquí se han creado en los últimos meses una cantidad muy relevante de grupos para mirar en el mediano y el largo plazo. Desde la Cancillería, que formó el suyo, hasta el agua, pasando por la energía, por la ciudad, por la energía solar, por el transporte, por la previsión, por lo forestal. El tema de cambio climático también se está haciendo con un centro de energía de la Universidad de Chile. Entonces hay una variedad, hemos calculado como 20 o 30 grupos que pueden enriquecer su conocimiento de esta experiencia. Entre los puntos claves, para nosotros también es muy importante que ni estemos solo en el cortoplacismo que nos impida ver al mediano plazo, ni nos alejemos tanto de lo corto y de las políticas públicas que levantemos los pies del suelo y nos pongamos a soñar sin posibilidad de incidir. Entonces, este raciocinio, este enfoque tiene la complejidad de engarzar lo que es la acción o la reflexión estratégica para la acción en políticas públicas, cosas que generalmente no se consigue. Y la necesidad también que la presidenta ayer consultó políticamente es cómo se hace una cosa más amplia, que vaya creando una visión compartida del país a más largo plazo. De eso se trata. Entonces yo quería hacer esta breve introducción. Agradecer también a la casa que nos recibe y también al embajador de Chile en Francia, Patricio Ales, que cumplió un papel muy importante para lograr que esta visita de Jean Pisani-Ferry se completara en estos 2 días, mañana en la CEPAL, donde pondrá también sobre el futuro, como he señalado, y nos va a enriquecer con su experiencia. Así que ahora los dejo con ustedes haciendo la siguiente pregunta. Su presentación la tiene hecha en inglés y yo creo que es bien importante lo que va a mostrar ahora. La pregunta es, con respeto de nuestra traductora, y le podemos aliviar el trabajo, ¿puede hacer una presentación en inglés, opción 1, o que la haga en francés con traducción? En el caso de inglés no habría traducción. Entonces yo pediría que levanten la mano aquellos que no tienen o aquellas que prefieren con traducción. Que prefieren con traducción. Muy bien. O sea que no hacerlo en inglés, eso es lo que estamos diciendo cuando yo digo, muy bien. Entonces, vamos a tener el doble idioma y les pondrán en francés. En même temps, on fait la présentation en anglais lisible. Oui. Alors, tu le mets. Bon, très bien. Muy bien. Muchas gracias. Entonces los dejo a ustedes con
el profesor y comisario general de Prospectiva y Estrategia de Francia, Jean Pisani-Ferry. Merci, Sergio. Je dois parler d'ici parce que... pardon. Je dois parler d'ici parce que sinon je ne vois pas les diapositives et je dois pouvoir les commenter. Merci de me donner cette occasion de présenter notre expérience, de présenter l'expérience de France Stratégie. Bon, évidemment, les propos très élogieux de Sergio accroissent la difficulté de ma tâche de vous montrer qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce que nous faisons. Mais enfin, je ne vais pas me plaindre. Et donc, je suis très heureux d'avoir cette occasion d'échanger avec vous. Je vais vous faire une présentation de, encore une fois, ce que nous faisons, un peu l'histoire dont nous sommes les héritiers, et surtout quelles sont nos responsabilités actuelles à ce qu'on appelle France Stratégie. Et puis, nous aurons le temps des échanges. J'ai choisi de mettre en exergue de cette présentation des citations qui ne sont pas celles du père de la planification française, Jean Monnet, mais de Dean Acheson, qui était le secrétaire d'État de Truman, à propos de ce que le général Marshall, le fameux général Marshall, celui du plan Marshall, concevait, comment il concevait le policy planning. Parce que la planification, évidemment, à l'ancienne est morte. La nécessité pour l'État de programmer, de réfléchir son action, de réfléchir sa stratégie, elle est toujours là. Et que nous dit le général Marshall? Il dit qu'il est nécessaire d'aller au-delà du bruit et de la fureur des batailles qu'on est en train de mener pour réfléchir aux politiques de demain. Il est nécessaire de constamment réévaluer ce qu'on est en train de faire parce que les politiques que l'on mène, elles sont au bout d'un moment assez vite, elles sont guidées par une force d'inertie, même lorsque les raisons pour lesquelles on les a mis en place ont disparu, et que ça, c'est une fonction qui est très difficile à conduire parce que il faut préparer demain, il faut garder une certaine distance par rapport au quotidien, il ne faut pas tomber dans la volonté de faire de l'opérationnel quand on fait ce métier, mais il ne faut pas non plus tomber du côté de l'encyclopédisme. Et je pense que tout ça est parfaitement actuel. Alors, le commissariat à la stratégie et à la prospective est donc l'héritier, comme le disait Sergio, du commissariat du plan, qui était créé en 1946, qui a eu une période de gloire dans la reconstruction, dans la modernisation de la France, et puis ensuite qui a connu évidemment les difficultés qu'ont connues toutes les instances de planification, avec un environnement plus incertain, avec une économie plus libérale, plus ouverte. Et donc, ceci a abouti effectivement en 2006 à sa suppression. Et, ça vient d'être dit, en 2013, le Premier ministre a voulu recréer un commissariat à la stratégie et à la prospective. Alors, il faut se demander pourquoi, et je dirais qu'il y a 4 raisons pour lesquelles cette nécessité est apparue. La première, c'est que les problèmes de moyen terme n'ont pas diminué d'importance. Au contraire, qu'il y a eu une espèce de retour du moyen terme. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où on avait l'impression que les problèmes de l'économie, c'était des problèmes de pilotage de la conjoncture. C'était des problèmes de stabilité. Bon, ces problèmes, même si on a eu ce choc massif à partir de 2008, ils ont tout de même été pour beaucoup mieux traités
qu'il n'était traité dans les années 60, les années 70. Et les années 70 surtout, pardon, et les années 80. Mais en revanche, les problèmes du moyen terme sont devenus plus pressants. Problème de la croissance, problème des réformes structurelles, problème maintenant démographique, problème de transition vers une économie à bas carbone, et puis les mutations digitales, métropolisation, qui impliquent de se projeter vers l'avant. Donc c'est la première chose, c'est une espèce de retour de ces problèmes du moyen terme. La deuxième raison, spécifique à la France, enfin je parle de la France, je pourrais parler des challenges, des difficultés pour d'autres sociétés, c'est que nous avons des problèmes lourds à traiter. Nous avons des problèmes de détérioration de notre performance économique, nous avons des problèmes de faiblesse de notre secteur des biens échangés, de traded goods sector, nous avons les problèmes de soutenabilité du modèle social, et nous avons dans la société française des tensions en particulier liées à une société qui est devenue plus diverse pour des tas de raisons, d'ailleurs pas simplement liées à l'origine nationale ou religieuse, même si c'est ça qui est sur le devant de la scène. Et donc ces difficultés, il faut les prendre à bras-le-corps, il faut les traiter. Pour ça, il faut formuler des objectifs, formuler des politiques ambitieuses, s'attaquer à des réformes ambitieuses, et ça nécessite une analyse précise, et ça nécessite aussi un investissement dans la réponse à ces questions. Troisième raison, c'est le besoin d'innover en matière de politique publique. C'est un peu ce que disait déjà le général Marshall, mais c'est particulièrement vrai aujourd'hui. Trop de politiques sont simplement le résultat de décisions qui ont été prises il y a un certain temps et ne sont pas suffisamment évaluées. On a besoin de beaucoup plus évaluer nos politiques, mesurer les options qui s'offrent à nous et aller vers une amélioration systématique des politiques publiques. Par exemple, une des raisons pour cela, c'est que les contraintes sur les finances publiques sont très dures en ce moment, donc l'argent public doit être très très bien employé. J'avais fait venir pour en parler de ça récemment, Peter Orszag, qui était l'ancien directeur du budget de l'administration Obama. Et il a expliqué qu'aux États-Unis, compte tenu de l'accord ou de l'absence d'accord entre démocrates et républicains, et compte tenu de la part du budget qui était déjà affecté aux entitlements, donc aux programmes sociaux et à la défense de l'autre côté, ce qui reste pour des politiques publiques fédérales est extrêmement réduit et parfaitement contraint. Et donc la seule manière de faire, c'est d'améliorer sans cesse les politiques que l'on mène sur la base de ce budget qui est donné. Et donc ça veut dire qu'il faut sans cesse évaluer les politiques. Et il disait, aux États-Unis, on est très loin d'évaluer suffisamment les politiques et de faire passer régulièrement chacune des politiques publiques au filtre de l'évaluation pour savoir si on tire le meilleur parti de l'argent public qu'on y consacre. Pardon. La dernière raison, c'est une raison qui tient au débat et à la nécessité de construire des consensus. Dans les sociétés démocratiques aujourd'hui, l'approche traditionnelle dans lesquelles on définit les réformes en haut et puis on les fait voter, ensuite on les impose, marche de moins en moins. Et c'est important de construire des consensus par le débat, par des formes de consultation, de manière à ce que, là encore, les transformations soient préparées, qu'elles soient appropriées par la société, qu'elles soient appropriées par les différents acteurs. Donc 4 raisons pour recréer une instance qui est effectivement destinée à travailler sur le moyen terme, à traiter des grands défis qui tiennent la société française, à innover en matière de politique publique et à organiser du débat. Alors c'est ça un peu France Stratégie, c'est une mission, inventer les politiques publiques de demain. Et ce sont 4 métiers: évaluer, anticiper, débattre et proposer.
Les politiques publiques de demain, ça veut dire, mais là je me répète un peu, c'est-à-dire prendre la mesure des défis, évaluer les politiques, promouvoir une culture de politique publique fondée sur les faits, fondée sur l'évidence, promouvoir l'innovation en matière de politique publique. Ça veut dire corriger le court-termisme, qui est très souvent un biais naturel dans un monde où les ministres sont sous la pression constante. Ils veulent des résultats immédiats, ils veulent répondre à la pression des médias, ils veulent répondre à la pression de l'opinion. Donc il faut aider à corriger ça, construire de la confiance et, si possible, les consensus, et donc, au total, contribuer à la modernisation du pays. Donc je vais détailler maintenant ces 4 métiers pour vous dire comment nous travaillons. Évaluer d'abord. Évaluer quoi? Évaluer les politiques actuelles, évaluer les projets pour les politiques de demain et tirer les leçons de l'expérience internationale. Alors, je vais prendre un exemple tout de suite, je vais prendre des exemples ici. Par exemple, nous sommes chargés d'évaluer les efforts qui sont faits pour l'emploi par le canal de baisse, réduction dans les cotisations sociales sur les bas salaires. Ils sont destinés à promouvoir l'emploi. C'est un domaine dans lequel la France fait des efforts importants pour corriger son chômage. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est le meilleur moyen d'employer l'argent public pour promouvoir l'emploi? Est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, redéployer une partie de cet effort sur l'éducation, sur la formation permanente? Bon, on peut se poser ce genre de questions. Et donc nous avons monté, à la demande du Premier ministre, un comité avec des partenaires sociaux, les syndicats et le patronat, avec des membres du Parlement pour évaluer cette politique. Cette évaluation, elle se fait de manière contradictoire, on écoute les uns et les autres, et puis à un moment, on demande aux scientifiques, on demande aux chercheurs de travailler et de nous dire, sur la base d'un travail objectif, indépendant, de recherche, comment répondre aux questions qui sont posées. Évidemment, ce ne sont pas les chercheurs qui doivent poser les questions. Les questions, ce sont les responsables publics, les partenaires sociaux, les parlementaires. On collecte les questions, mais ensuite on dit la réponse, elle doit être donnée par un travail objectif et indépendant. De la même manière, il y a eu tout récemment une loi, on l'appelle la loi Macron, qui était une loi de libéralisation de l'économie. Et le ministre Macron, avant de soumettre la loi au Parlement, je lui ai proposé de faire par un groupe indépendant d'universitaires, de chercheurs, une revue de ce que l'on sait sur les mesures du type de celles qu'il proposait. Par exemple, il proposait de favoriser plus de travail le dimanche, permettre plus de travail du dimanche. Est-ce que ça crée des emplois? Est-ce que ça augmente la consommation? Est-ce que ça change la vie sociale? Est-ce que ça a des inconvénients pour la vie sociale, la vie familiale? Il y a beaucoup de pays qui ont fait des expériences d'ouverture, de libéralisation du travail du dimanche. Et donc on peut observer, il y a beaucoup d'articles de recherche qui ont mesuré ce que donne une mesure de ce type. Donc ce comité a pris tout ce qu'on savait sur la base de cette expérience internationale et a dit aux parlementaires, avant le vote, eh bien, sur l'emploi, il n'y a aucun doute. Le travail du dimanche, ça augmente l'emploi. Sur la consommation, il y a du doute, et même très probablement, ça n'a pas d'effet sur la consommation. Sur la vie sociale, oui, il y a eu des effets sur la pratique religieuse dans certains pays qui ont introduit le travail du dimanche. Ça a diminué la pratique religieuse. Voilà, donc les parlementaires vont faire leur choix, ils vont voter, mais sur la base d'une évaluation objective.
Troisième exemple, nous avons développé un modèle qui est un modèle de la fiscalité française, qui est un modèle accessible à tout le monde sur le web. Et d'ailleurs, c'est même un modèle qui est un open source, c'est-à-dire qui peut être corrigé par les internautes sur la base d'une meilleure... lorsqu'il y a des zéros, des erreurs, des inexactitudes. Hein, c'est la manière moderne de faire des modèles dans lesquels on laisse un peu comme un wiki, on permet que des corrections soient faites pour améliorer la qualité du modèle. Et donc ça, c'est un outil qui permet à chacun de mesurer les effets de ce système fiscal et ensuite, éventuellement, de s'en servir pour mesurer les effets de modification de ce système fiscal. Voilà, le but, je reviens sur le but de tout ça, c'est autant que possible de séparer ce qui est objectif de ce qui correspond à des préférences différentes. Il est absolument normal qu'il y ait des préférences différentes, qu'il y ait des gens qui disent « pour moi l'emploi, ça compte énormément, donc je suis pour le travail du dimanche », et d'autres qui disent « moi je valorise énormément la qualité de la vie sociale, la qualité familiale, la vie familiale, je suis contre le travail du dimanche ». Mais dans la polémique, on emploie facilement des mauvais arguments. Donc il faut que les faits soient respectés. Et les faits, c'est ça crée des emplois, ça peut avoir des effets sur la vie familiale et la vie sociale. Donc séparer les faits et les préférences. Et promouvoir une culture fondée, encore une fois, sur les faits. Des discussions de politique publique qui sont fondées sur les faits. Voilà, ça demande d'investir, ça demande de la rigueur d'abord dans la manière de conduire ce travail. Il faut être neutre, il ne faut pas mettre en avant ses propres préférences. Il faut investir dans des instruments et il faut passer par des experts extérieurs qui sont des experts académiques auxquels on demande un travail de manière à ce qu'on puisse s'appuyer sur des évaluations indépendantes. Ça, c'est le premier travail, évaluation. Deuxième travail, anticiper. Anticiper quoi? Anticiper beaucoup de choses. Hein. Toutes les transformations, tous les défis qui se présentent à nous, technologiques, environnementaux, économiques, sociétaux, internationaux, avec des horizons qui sont variables. Toujours le moyen terme, mais lorsqu'on parle de l'éducation et lorsqu'on parle, on parle à long terme, lorsqu'on parle de l'environnement, on parle à long terme, lorsqu'on parle de compétitivité, on parle à plus court terme, donc l'horizon dépend du problème qu'on traite. Pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? D'abord pour se préparer à ce qui est certain, la démographie, et ce qui est incertain, en partie la technologie, en partie les développements internationaux, par exemple. Et il faut faire cela pour aider à ce que les acteurs économiques, les acteurs sociaux et le gouvernement lui-même regardent suffisamment loin, allongent leur horizon, prennent vraiment la mesure de ces défis. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça avec de la recherche spécifique, on fait ça avec beaucoup de dialogue avec des praticiens, on fait ça avec du dialogue, à partir de dialogue avec des institutions similaires dans d'autres pays. Alors, quelques exemples. Nous avons fait des rapports sur l'Internet en 2030, l'économie du vieillissement, l'agriculture ou les transports dans l'avenir, et je pourrais multiplier les exemples. Et puis, nous avons un comité qui fait particulièrement, enfin deux comités, par exemple, j'en cite trois là, les pensions, la santé et le financement de l'État social. Et ça, ce sont des comités dans lesquels on réunit les gens pour prendre la mesure des défis qui se posent pour différents sujets. Alors, je prends le sujet des pensions. Bon, la France est un pays qui connaît une évolution démographique très marquée, avec l'allongement de la durée de vie, une évolution démographique qui n'est pas défavorable par rapport à d'autres pays. La population continue à croître, mais elle vieillit inévitablement du fait de l'allongement de la durée de vie. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que ça implique pour l'équilibre du système des pensions?
Et sur ces sujets, nous avions une discussion, disons il y a 10 ou 15 ans, nous avions une discussion qui était une discussion de très mauvaise qualité. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui disaient le problème des pensions, c'est un problème terrible, il faut augmenter l'âge de la retraite pour tout le monde. Et puis il y en avait d'autres qui disaient mais non, le problème des pensions il se résoudra si nous baissons le taux de chômage. Il y a trop de chômage, donc si on réduit le taux de chômage dans un système de répartition, de pay as you go, si on réduit le taux de chômage, eh bien le problème des pensions va diminuer et au fond, c'est une illusion que nous avons un problème de déséquilibre des pensions. Et ce qui a été fait, c'est de mettre tous ces gens-là ensemble et de leur mettre à disposition du travail technique, du travail qui est fait par les administrations, mais un travail dans lequel on ne vient pas simplement leur dire « voilà la réalité ». On leur dit « voilà une projection ». Maintenant, vous trouvez que la projection est trop pessimiste sur le chômage, on va baisser le taux de chômage, on va regarder ce que ça donne. Vous pensez que la projection est trop pessimiste sur la croissance, on va augmenter la croissance, on va voir ce que ça donne. Et donc, de faire que l'instrument est la base d'un dialogue, dans ce cas-là, avec les partenaires sociaux, avec les syndicats, avec le patronat, sur toutes les dimensions du problème. Et une fois que chacun a dit « moi j'ai une nouvelle idée ou une nouvelle question à poser », on mesure qu'est-ce qui, dans le problème des pensions, est la stricte conséquence de la démographie et donc quelle est la part du problème que de toute façon il va falloir traiter. Et là, on a fait un grand pas parce qu'on a clarifié quels sont les faits. Les faits, comme on dit en français, sont têtus. Les faits, ils s'imposent. Mais à partir du moment où on s'est mis d'accord sur les faits, sur la réalité du vieillissement et ses implications pour les pensions, il peut y avoir différentes solutions. Il peut y avoir des solutions qui consistent à dire qu'il faut travailler plus longtemps. Il peut y avoir des solutions qui consistent à dire qu'il faut baisser le niveau des pensions. Il peut y avoir des solutions qui consistent à dire qu'il faut trouver d'autres sources de financement pour les pensions. Et ça, c'est normal qu'il y ait un débat là-dessus. C'est normal qu'il y ait des préférences différentes là-dessus. Mais le travail que nous faisons, c'est de séparer les faits et les préférences. Et de faire en sorte qu'on ait un débat plus mûr, plus rationnel, sur un grand sujet de politique publique. Et je dois dire, ça a produit son effet. C'est-à-dire que le débat que nous avons aujourd'hui est de bien meilleure qualité. On a toujours des débats très vifs, il y a toujours des oppositions. Mais sur la base d'un diagnostic qui est un diagnostic partagé par les différentes parties prenantes. Voilà, donc ça c'est anticiper. Débattre. Alors débattre, c'est l'étape suivante d'une certaine manière, c'est de faire en sorte qu'ensuite de poser la question à partir de différents points de vue, de confronter les points de vue, d'essayer d'organiser une confrontation de ces points de vue. Sur les défis et sur les options de politique publique. Et ça, on le fait encore une fois pour améliorer la conscience des problèmes dans la société, pour clarifier la nature des désaccords, pour réduire le champ des désaccords, pas pour l'éliminer, pour le réduire, et pour tester des réponses possibles et pour améliorer finalement les réponses, pour améliorer les propositions de politique publique. Donc ça implique beaucoup d'interactions, puisque ça veut dire que le travail technique qui est fait par des administrations, par différentes administrations, des gens comme vous, est confronté sans cesse, c'est l'objet d'une discussion. Ça respecte évidemment parfaitement la chaîne de commande, ça respecte parfaitement la responsabilité du gouvernement qui est très claire. Mais c'est autre chose que d'arriver en disant voilà la solution, que d'avoir, encore une fois, éduqué toute une série de parties prenantes à travers un débat, d'avoir entendu leurs questions aussi, avoir entendu des sujets, des questions auxquelles on n'avait pas pensé, parce que
les fonctionnaires, les technocrates qui préparent des propositions, ils ont une certaine idée des objectifs et ils peuvent ignorer complètement, de bonne foi, des dimensions qui sont très importantes pour certaines parties prenantes. Donc, nous organisons beaucoup d'interactions avec typiquement des publics qui sont des chercheurs, des praticiens et des stakeholders, partenaires sociaux, associations, de la société civile, sur toutes sortes de dimensions. Nous avons aussi des échanges réguliers avec des membres du Parlement et avec les collectivités territoriales, les gouvernements subnationaux, parce que la France était un pays très centralisé, elle est devenue un pays beaucoup plus décentralisé, et c'est une illusion de croire que depuis Paris, on peut décider sur un ensemble de sujets. Il faut associer, encore une fois, ces entités. Une chose qui est importante quand on fait tout ça, c'est aussi la transparence. C'est-à-dire, c'est aussi de mettre en avant, je parlais tout à l'heure de modèles en open access, mais de mettre les documents à disposition, de permettre qu'on voit comment on travaille, que par Internet, on puisse avoir accès à beaucoup de documents qui sont discutés, de manière à ce que les citoyens aussi puissent se rendre compte de la manière dont nous travaillons et se faire une opinion sur les éléments qui sont mis en avant. Alors, bien sûr, ça n'élimine pas les polémiques de mauvaise foi. Hein, elles sont toujours là. Il y a toujours des gens pour vous prendre à partie, pour créer au complot, pour dire que les choses devraient être complètement différentes. Mais ça permet que un nombre plus large, un cercle plus large de citoyens, d'associations, d'intérêts participent à cette consultation. Donc pour le rapport sur la France dans 10 ans, dont Sergio parlait tout à l'heure, il y a eu un débat très important à l'intérieur du pays, toutes sortes de formes, avec des débats à Paris, des débats en région, des débats sur des thèmes, des consultations des citoyens, des votes sur Internet, de manière à enrichir la réflexion. Et ça nous a appris, objectivement, des choses importantes sur les dimensions qu'il fallait traiter que d'avoir tout ce débat. Aujourd'hui, nous avons un nouveau débat sur la transformation de l'État. L'État français doit se transformer pour à la fois des questions de qualité des services publics, de qualité de l'offre par les services de l'État, d'une réponse à des demandes de la société qui changent, et à la fois, bien sûr, des contraintes de finances publiques avec un niveau de dépenses qui est très élevé, qu'il faut réduire. Et comment faire ça? Eh bien, on peut partir de ce que nous dit le ministère du Budget. Il dit couper, 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 et il a raison, mais on doit aussi partir de ce que disent les citoyens, les usagers, qui ont une approche, par exemple, une chose que nous avons apprise en discutant ça, c'est à quel point les entreprises, mais aussi les associations, mais aussi les citoyens, trouvent que notre système est beaucoup trop complexe, qu'il y a beaucoup trop d'acteurs, et à la fin, que ça leur incombe à eux de coordonner entre ces différents acteurs, entre l'État central, les caisses de sécurité sociale, les gouvernements, les municipalités, les régions, les départements. Et ils disent, mais on ne comprend pas, et nous, on passe énormément de temps à essayer à la fois de comprendre, mais aussi de mettre d'accord ces différents acteurs sur des projets concrets, par exemple pour les entreprises. Et donc, cette dimension, elle vient du débat. Elle ne vient pas, si on conçoit les choses à partir du savoir qui existe dans le ministère des Finances, c'est pas ça qu'il va vous dire. Il va vous dire qu'il faut simplifier. Mais il ne faut pas simplifier, pas simplement pour réduire les coûts, il faut simplifier pour donner un meilleur service. Et ce n'est pas exactement la même chose. Et ça, c'est ce que nous a appris le débat. Voilà. Enfin, dernier point, proposer, c'est un peu le but ultime, hein, c'est-à-dire c'est de proposer des réformes en France, de proposer aussi des réformes européennes, d'offrir des options pour les gouvernements subnationaux,
Donc, il y a différents interlocuteurs auxquels il faut proposer des actions pour améliorer les politiques publiques et pour, de manière importante pour nous, pour faire en sorte qu'on traite un problème dans toute sa dimension. Les ministères fonctionnent, vous le savez aussi, c'est probablement le cas chez vous aussi, ils fonctionnent de manière sectorielle. Chaque ministère a sa responsabilité. Et donc, chaque ministère, il va traiter les problèmes un peu en silo. C'est-à-dire, il va dire, dans mon domaine, voilà la question et voilà la réponse. Mais il y a beaucoup de problèmes qui ont une dimension intersectorielle, qui concernent plusieurs ministères à la fois. Je vais prendre un exemple. Ici, je mentionne, vous savez qu'en France, c'est un pays qui a connu beaucoup d'immigration au cours des décennies passées, et il y a un problème d'intégration des enfants des immigrés qui ont du mal à s'intégrer économiquement, socialement. Bon, nous n'avons pas de statistiques ethniques, mais quand on mesure le taux de chômage ou le taux de succès scolaire des enfants d'immigrés, on voit qu'ils réussissent nettement moins bien sur le marché du travail, sur l'éducation, que ceux qui sont soit d'une immigration plus ancienne, soit des gens qui étaient natifs, pour autant que ça existe en France, puisque nous sommes de longue date un pays d'immigration. Et ce problème-là, ce n'est pas un problème de l'école, ce n'est pas un problème du logement, ce n'est pas un problème du marché du travail, ce n'est pas un problème de la discrimination, ce n'est pas un problème de pratiques culturelles, c'est tout ça à la fois. Donc le problème pour les politiques publiques, c'est de prendre en compte l'ensemble de ces dimensions. Et traiter chaque dimension séparément, ce n'est pas la réponse. Ce n'est pas la réponse et ça va diminuer l'efficacité de ce qu'on peut faire dans chaque domaine. Alors bien sûr, il faut traiter le problème de l'école, il faut traiter le problème du marché du travail, il faut traiter le problème du logement, il faut traiter le problème du transport qui va avec le problème du logement, il faut traiter le problème de discrimination, etc. Mais il faut le faire d'une manière cohérente entre ces différents types de politiques. Et c'est pour ça qu'une institution qui est placée auprès du Premier ministre et auprès du Président est une institution qui permet de faire travailler ensemble les différents ministères. Et toute une partie du travail que nous faisons, c'est de faire appel à chacun d'entre eux, mais aussi d'organiser l'interaction entre eux de manière à construire des solutions qui sont des solutions communes. Ce que nous tirons de tout ça, c'est à la fois des rapports publics pour dire ben voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'on peut faire, voilà les options, et puis aussi des conseils privés au président ou au Premier ministre, dans certains cas en disant ben voilà, nous on a travaillé sur tout ça, voilà le rapport qu'on publie, mais voilà ce qui est très important pour vous de savoir, et y compris au-delà du rapport qu'on publie ou sur des sujets sur lesquels nous ne sommes pas amenés à publier des rapports. Donc, beaucoup de propositions dans différents domaines. Je prenais l'exemple des immigrants, mais je pourrais prendre aussi l'exemple, par exemple, ça, je prends des choses que nous avons fait tout récemment ou que nous sommes en train de faire, la taxation dans l'économie digitale ou bien la transformation de l'État. Le rapport France dans 10 ans, on pourra y revenir tout à l'heure si vous voulez, parce que je ne voudrais pas être trop long. Sur l'institution, quelques mots pour finir. C'est important de voir que nous sommes une institution biface, c'est-à-dire on a un côté, et je pense que c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer, on a un côté qui est tourné vers l'État, vers le pouvoir, vers les responsables, et un côté qui est tourné vers la société. Et il y a une bonne synergie entre les deux, c'est-à-dire plus on parle à la société, plus on apporte quelque chose aux dirigeants du pays en leur disant on a testé des propositions, on a écouté, on ne vient pas simplement vous donner un travail d'expert, on vient vous dire aussi quelque chose qui a été testé dans toutes sortes de discussions. Et donc on est utile pour les dirigeants du pays quand on fait ça. Et réciproquement, pour la société civile, pour les associations, pour les partenaires sociaux, le fait que nous soyons très bien connectés avec les dirigeants du pays fait que ça les intéresse de parler avec nous. Avec nous, ils ne négocient pas. Il n'y a rien à négocier avec nous. Nous, on ne fait pas de négociation.
mais on les écoute, ils passent des messages, on les amène à changer de position en leur disant « mais non, regardez, voilà les analyses, voilà ce que disent les faits ». Et c'est ce dialogue, qu'on appelle la concertation, qui permet aussi donc de nourrir les échanges ensuite et les recommandations au gouvernement. L'institution, c'est donc une institution qui est diverse du point de vue interne, avec un effectif aujourd'hui de 40 experts à peu près, mais bon, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut 40 experts pour ça, hein. Ça peut être, on peut faire beaucoup de choses avec des équipes plus petites. Une expertise qui est diverse, des économistes, des gens qui sont plus du côté juridique, des ingénieurs, des sociologues, des gens qui font de la science politique, aussi des gens qui viennent de la fonction publique, des fonctionnaires, mais aussi des chercheurs, mais aussi des praticiens, y compris des praticiens qui viennent du privé. Donc, un environnement très interculturel et qui permet justement de travailler sur les différentes dimensions d'une politique et pas simplement sur l'analyse économique ou l'analyse juridique, mais sur ces différentes dimensions. Une expertise en accès ouvert, je dirais, c'est-à-dire toute cette interaction que je vous ai présentée, qui permet d'améliorer, y compris constamment notre propre expertise. Ce positionnement interministériel, beaucoup de transparence et aussi de l'autonomie, puisque tout ce travail ne peut pas se faire si on est simplement la voix du gouvernement, si on n'a aucune distance par rapport à la politique qui est menée à un moment donné. Hein, je reviens à la première citation, il faut pouvoir dire la politique d'aujourd'hui, elle est peut-être très bien, mais ça ne dispense pas de réfléchir à la politique de demain. Et réfléchir à la politique de demain, c'est prendre toujours une distance par rapport à la politique d'aujourd'hui. Donc, nous prenons cette distance, nous sommes reconnus comme étant proches du gouvernement, mais indépendants du gouvernement. Quand nous publions des analyses, on ne dit pas c'est la position du Premier ministre ou la position du Président. Nous sommes non partisans, nous pouvons travailler avec différents partis politiques, avec des parlementaires, par exemple, de différents partis. On peut être controversé pour faire des propositions qui sont controversées. On peut faire des propositions dont un ministre va dire « ce n'est pas ma position », mais c'est très bien. Le ministre dit aujourd'hui « c'est pas ma position », ben peut-être qu'un autre ministre demain dira c'est intéressant. Et souvent le même ministre qui dit « ce n'est pas ma position » dit « je suis content que vous ayez dit ça, parce que moi ça m'aide pour faire bouger les idées, même si je pense qu'aujourd'hui je ne peux pas faire ce que vous avez proposé. Je suis content que vous l'ayez proposé parce que ça m'aide pour lancer un certain nombre de pistes et faire évoluer les choses. Et donc ça suppose aussi une communication indépendante. Voilà, ça je peux y revenir tout à l'heure. C'était des éléments plus sur la manière dont on travaille. Et puis les réseaux d'organismes qui nous sont liés, mais passons directement à la discussion. Voilà, j'espère que je vous ai suffisamment clairement présenté ce que nous faisons. Bien sûr, dans ce genre d'exercice, il faut se garder toujours de la tentation de dire que ce qu'on fait est très très bien et qu'il faut le transposer. Moi, je serais très content que vous m'expliquiez pourquoi certaines de ces idées ne sont pas bonnes ou pas applicables, en tout cas, au cas du Chili. Mais ça, c'est l'objet du dialogue. Merci. Unos minutos, podríamos fijar como hora aproximada a las 5:30, entonces aprovechar estos 20 minutos o unos minutitos más para ver algunos temas que ustedes quisieran profundizar. Quiero decir
par de cosas que también les puede interesar. Desde la sociedad civil hemos creado, entre algunos de nosotros, y todos ustedes están invitados a participar, yo he pedido que pongamos afuera a la salida unas 3-4 hojitas con lápiz para que cada uno cuando salga deje su correo, porque algunas de las cosas podemos empezar a circulárselas para que vean y ustedes mismos sugieran ideas, pero constituimos en la sociedad civil un Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia hace poquito, para que todos tengamos un espacio donde estar discutiendo estos temas, la gente se conozca e intercambie, además de lo que haga el gobierno, porque se ve que está surgiendo en Chile un esfuerzo para mirar a más largo plazo. Algunos de nosotros soñamos que este France Strategie pueda ser también Chile Strategie, que nosotros tengamos un Chile Estrategia, que con el esfuerzo que se está haciendo en distintos sectores vayamos convergiendo a tener una mirada más larga, además del efecto político que tiene convocar a todo un país, articular distintos sectores sociales. Entonces, esa introducción hace que hayamos conversado con el ministro, le hemos propuesto a la presidenta a ver si se puede dar más adelante ese paso que el gobierno pueda decidir. Quedó afuera en la presentación del comisario general el tema del documento France Stratégie, la France dans 10 ans. Entonces, ese puede ser un tema que también le podríamos pedir que nos diga cómo hicieron el trabajo de estos Francia 10 años, en unos pocos minutos, para que veamos cómo podríamos eventualmente en Chile hacer un proceso equivalente o aprender de ese proceso. Fuera de dejarle esa pregunta planteada, yo quisiera ofrecer ahora la palabra si alguno de ustedes además quiere hacer alguna observación y pregunta. Ahí te van a pasar el micrófono. Muchas gracias, Luis Hidalgo de Subdere. Sí. Luis Hidalgo de la División de Políticas de Subdere. Subdere. Sí, yo quisiera preguntarle al profesor cómo abordan o cómo han abordado la tensión entre las problemáticas sectoriales y territoriales y entre las visiones nacionales y subnacionales respecto de temas que pudiesen involucrar conflicto de intereses. Por ejemplo, en los temas medioambientales, en los temas energéticos, en los temas hídricos, o donde nadie quiere tener en su territorio los depósitos de residuos, o donde es evidente que puede haber tensiones respecto de determinado tipo de instalaciones energéticas o el acceso y el uso de la distribución del agua entre distintas actividades donde se contraponen intereses. Eso en general. ¿Cuestión? Vamos a tomar entonces dos más y contestamos y después nos vamos a otra vuelta. ¿Les parece? ¿Aló? Profesor, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle sobre la estrategia en términos de... Henry Saldívar de la Subdere. Quisiera preguntarle si el pensamiento estratégico, cómo se relaciona con la presencia de Francia en Europa, ¿no? Con los territorios de la Francia más fronteriza, cómo se relacionan con los otros territorios subnacionales de los otros países y cómo esto converge, conversa, se acopla con la idea de la Europa, ¿no? de la cual participa Francia. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Juan Manuel Sánchez, soy director de planeamiento del Ministerio de Obras Públicas. Mi pregunta tiene dos aristas. La primera dice relación con la oportunidad de las propuestas que ustedes desarrollan en virtud del momento en que las proponen, tomando en consideración el estado financiero de las finanzas públicas, es decir, la viabilidad desde el punto de vista del presupuesto. Y segundo, que es una pregunta que viene anterior, es cómo se fija la agenda de temas que ustedes tratan. ¿Por qué son conjuntas esas preguntas? Porque
es probable que la administración quisiera inventar, crear una nueva política pública en función de un tema específico que va a requerir o va a tener carga fiscal. Quizás la solución no es inmediata por la restricción, pero sí puede ser implementada en un mediano o largo plazo. O más aún, proponer formas de financiamiento que permitan llevar adelante esta política. La pregunta viene directamente del Ministerio de Obras Públicas, bajo el diagnóstico que sabemos que tenemos un déficit en infraestructura importante en el país, y el Tesoro Público, a pesar de que el diagnóstico está menos consensuado entre muchos actores, nos topamos con la dificultad que es evidente que participamos dentro de una serie de otros programas públicos que deben ser también o tanto más importantes a veces que resolver. Tout ça, c'est des très bonnes questions. Je vais donner un élément de réponse commun aux deux premières d'abord, et puis je les distinguerai. La France était un pays très centralisé, et quand je veux être provocant, je dis qu'elle est devenue un pays fédéral, mais qu'elle ne le sait pas encore. Pourquoi est-ce qu'elle est devenue un pays fédéral? Parce que d'un côté, il y a un certain nombre de responsabilités qui ont été transférées au niveau européen, des responsabilités très importantes. Il y a des politiques, par exemple, toute la politique douanière, elle est une politique européenne. La politique de la concurrence, pour une part, elle est européenne. La politique monétaire, bien sûr, est européenne. Enfin, on pourrait multiplier les exemples. Et d'autre part, le gouvernement central, qui dirigeait tout, depuis 30 ans, a systématiquement transféré des responsabilités au niveau subnational. Et donc, ça change assez fondamentalement la manière de concevoir le travail que nous faisons. Et quand j'étais nommé, le Premier ministre m'a dit l'institution, c'était une institution d'un État centralisé, vous allez devoir inventer comment on travaille dans un État décentralisé. Et je pense que c'est absolument vrai, c'est-à-dire que d'une certaine manière, tout ce travail de formation de consensus, de formation d'opinion que nous faisons, il est d'autant plus important que le gouvernement central ne peut pas simplement dire « je décide ». Il faut aussi convaincre. Il faut aussi que différents niveaux de gouvernement puissent travailler sur la base d'une image qui est une image commune, pas à 100%, mais largement, sur lesquelles il y a un certain nombre d'analyses, un certain nombre de priorités qui sont partagées. Et ensuite, chacun va intervenir dans son domaine. Alors ça, c'est toute une dimension qui est importante. Alors bien sûr, on ne va pas résoudre les problèmes de conflits auxquels le premier intervenant faisait référence, c'est-à-dire le fait qu'il y a des conflits pour dire non, je veux pas subir les conséquences de telle politique. C'est le not in my backyard syndrome. Ça, il existe et ça, on ne sait pas les résoudre. Mais en revanche, d'avoir une image commune d'un certain nombre d'orientations, ça peut aider, et de fournir des instruments aux gouvernements subnationaux pour prendre des décisions, des méthodologies communes, ça peut être utile aussi. Je fais d'ailleurs le point avec le lien avec la troisième question sur les infrastructures. Il y a une question qui est posée, qui est quel est le bon critère pour choisir les projets d'infrastructure. Et nous avons fait beaucoup d'investissements sur les questions du calcul socio-économique du rendement des projets d'infrastructure. Alors, bien sûr, les projets d'infrastructure, il y a toujours un moment où il y a une décision politique. On fait cette infrastructure, on ne la fait pas, et ça ne répond pas toujours à une rationalité parfaite sur le plan socio-économique. Mais c'est utile de donner les instruments, de faire en sorte qu'il y ait une méthodologie qui vous permet de décider sur une route, sur un hôpital, sur des investissements publics, sur un port, sur une ligne de chemin de fer.
quel est le rendement? Et ça, si vous fournissez cette méthodologie, ensuite, au minimum, il y a une grammaire commune, un langage commun pour ceux qui doivent faire ces choix. Donc il y a toute cette dimension qui est importante. Alors sur l'aspect européen, et puis je reviendrai ensuite à votre point budgétaire, sur l'aspect européen, nous pouvons formuler des hypothèses, formuler des préférences. C'est important dans le dialogue avec les partenaires européens de savoir où on veut aller. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, sur l'avenir de l'euro, il y a différentes options. Il y a des gens qui disent qu'il faut faire un budget fédéral. Il y a des gens qui disent qu'il faut faire mutualiser la dette. Il y a des gens qui disent qu'il faut plus de mobilité du travail. Et ça, ce sera à un moment l'objet de négociations. Mais en amont des négociations, il y a toute la formation, les échanges d'arguments, il y a toute la conception, ce travail de conception. Ce travail de conception, ce n'est pas un travail que des administrations traditionnelles vont faire. Des administrations traditionnelles, elles vont négocier sur la base d'une proposition. Mais la proposition, elle sera formulée à un moment par la Commission européenne, mais à partir d'échanges qui vont avoir lieu avec les différents États, avec les différents experts sur quelles sont les voies pour avancer. Et donc c'est très utile de pouvoir avoir une réflexion française, qui n'est pas nécessairement, encore une fois, une réflexion officielle, qui est une réflexion qui reflète des points de vue, des questions, des préférences qui sont celles de notre pays et qui sont différentes de celles que peuvent avoir d'autres pays. Et d'être partie prenante dans ce dialogue. Moi, quand je vais à Bruxelles, comme je travaillais à Bruxelles avant, je connais encore beaucoup de gens. Quand je vais à Bruxelles, les gens me disent on a besoin de vos idées. On a besoin d'idées qui viennent de Paris sur un certain nombre de questions. On a besoin de savoir comment vous pensez à Paris. Et parce que eux, ils vont devoir chercher ensuite la solution entre les orientations que donnent différents pays. Donc c'est très utile de ce point de vue-là. Maintenant, sur la question, à la fois des questions générales et des questions précises dans ce que vous avez dit. D'abord, sur l'aspect budgétaire, nous sommes dans un moment dans lequel on ne peut à peu près rien proposer qui coûte quelque chose. La France a un niveau de dépenses publiques tel qu'on est en train de chercher des économies et pas des nouvelles dépenses à faire. Dans le rapport sur la France dans 10 ans, nous avons fait une seule proposition de dépenses. Nous avons dit qu'il faut investir plus dans l'éducation des jeunes enfants. Parce que c'est lié au fait que le taux d'échec scolaire est trop élevé, en particulier dans des familles qui sont défavorisées sur le plan socio-économique ou des familles qui maîtrisent mal la langue française. Et donc, quand les enfants arrivent à l'école et qui n'ont pas été préparés en fait à ça, ils vont trébucher tout de suite. Alors on dit, là, il faut mettre plus d'argent public parce que ça coûte moins cher. En fait, c'était aussi une économie. Ça coûte moins cher de faire de la préscolarisation et ensuite d'avoir un système scolaire qui fonctionne mieux, d'avoir moins d'échecs scolaires, d'avoir une meilleure intégration sur le marché du travail, que d'essayer de réparer après les différentes conséquences d'un mauvais départ dans la vie d'un enfant. Et ça a démontré dans des écoles, des études américaines là qui sont très très frappantes. Il y a une étude extraordinaire parce qu'elle a suivi des cohortes comme ça sur plusieurs décennies. Et ils ont montré que des programmes de préscolarisation ont un rendement phénoménal quand on prend en compte les conséquences pour les écoles ultérieurement, les conséquences sur l'emploi, les conséquences sur la productivité, les conséquences sur la criminalité. Si on chiffre tout ça, le rendement de l'investissement dans la petite enfance est énorme. Donc ça, on a dit oui, il faut investir là. Mais de manière générale, on ne cherche pas des dépenses, on cherche plutôt des économies. Sur la question de l'opportunité et sur la question de l'agenda, alors l'agenda est fixé par le Premier ministre. Bon, je dis le Premier ministre parce que dans le système français, le président n'a pas d'administration. Le président
c'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Donc, mais en réalité, la relation existe, elle est forte aussi avec le bureau du président, mais le bureau du président il est tout petit, c'est un cabinet. Il n'y a pas d'administration, tandis que le Premier ministre est là. Donc formellement, c'est le Premier ministre qui est responsable. Donc l'agenda est fixé formellement par le Premier ministre, mais évidemment avec beaucoup de dialogue. Et c'est très important d'être capable d'aller vite lorsque on sent qu'un problème, c'est l'heure d'un certain problème. Les gouvernements réagissent aux événements. Il y a un moment où il y a une mobilisation sur quelque chose, il faut être prêt à intervenir et à apporter quelque chose. Ça veut dire qu'il faut avoir investi avant, de manière à pouvoir le faire sur la base d'un travail qui est un travail sérieux. Mais il faut être capable d'accélérer beaucoup. Donc c'est... c'est mon schéma ici. Je pense que le bon modèle, c'est un modèle dans lequel vous avez des domaines d'investissement, dans lesquels vous construisez des compétences. Vous développez des outils, vous réunissez dans la maison des gens qui connaissent très très bien certains sujets, vous connaissez les experts, vous avez les données, vous faites tout cet élément qui vous permet d'être très pertinent sur un sujet. Et puis ensuite, autour de ce sujet, vous pouvez couvrir plus large d'autres domaines qui sont des domaines connexes, lorsque vous n'êtes pas les meilleurs experts, mais vous comprenez bien et vous savez bien qui est bon. Et il faut faire ces investissements, il faut les préserver de manière à construire, maintenir, développer vos compétences. Mais ensuite, il faut être capable d'agir extrêmement vite. Parce que ça ne sert à rien, quand un problème arrive, de dire « moi, je vais me mettre au travail et je vous donnerai la réponse dans un an ». Le politique vous dit « j'ai pas besoin de la réponse dans un an, j'ai besoin de la réponse dans 3 mois. Hein, ou dans 2 mois. Et il faut être capable de lui répondre dans 2 mois. Parce que sinon, vous ratez la fenêtre, et une fois que la fenêtre est fermée, ben, vous ne savez pas quand la fenêtre va être à nouveau ouverte. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est d'être à la fois de faire des investissements, mais d'être capable d'accélérer beaucoup lorsqu'il faut, de manière à répondre à la demande, que ce soit la demande des dirigeants, que ce soit la demande de la société. Il y a un moment où un problème, pour une raison qui tient à des événements, pour une raison qui tient à une actualité internationale, pour une raison qui tient à ce que, à un moment, le débat politique se développe sur ce point. Il faut être prêt à intervenir, même lorsque ça n'était pas prévisible longtemps à l'avance. Ofrezco la palabra. No, allá hay más preguntas. 2, y después. Elías Arce, del Instituto de Ingenieros. ¿Te escuchan? Se oye, pero repite lo que es. Elías Arce, del Instituto de Ingenieros. Muy interesante la presentación del señor Pisani-Ferry. Ingenieros que han hecho un trabajo muy interesante. Elías. A mí me interesaría tener información sobre la magnitud del esfuerzo hecho para lograr los resultados, cantidad de gente que participó, plazos, costos asociados. Gracias. Hola, buenas tardes. Néstor Guerrero de la Academia Diplomática. Academia Diplomática, de acá de la casa. Mi pregunta orienta a lo siguiente. ¿Cómo conciliar, cómo vincular la perspectiva, la planeación estratégica con el marco de grandes definiciones políticas del país, del Estado? Particularmente en Chile, se está viviendo, o más bien se va a vivir el momento constitucional o la definición de eventualmente reformulaciones a la Constitución Política de la República, que justamente tiene que ver con estas grandes definiciones políticas. ¿Cómo se vinculan, cómo conversan ambas dimensiones?
Monge de la Subdere. La pregunta también va un poco enfocada a lo anterior, pero más bien desde el campo epistemológico de lo que hay detrás de la perspectiva. ¿Cómo conversa la crisis con la perspectiva? ¿Cómo dialogan? Porque no vaya a ser una idea conservadora de que la perspectiva proyecta solo lo estable, el condicionante, lo actual. ¿Ah? Chile está inmerso en eso y quizás el mundo está inmerso siempre en crisis. ¿Cómo dialoga la crisis con la perspectiva y el futuro? Hola, buenas tardes. Soy Marcelo Ramírez, jefe de la Academia de Capacitación de Funcionarios Municipales y Regionales del Ministerio del Interior, de la Subdere. Usted dijo en algún momento que uno de los esfuerzos del comisariato era la corrección del cortoplacismo. Entonces, me gustaría ver si se puede referir a cuáles son las estrategias que desarrollan para corregir precisamente un mal endémico de nuestra política, digamos, pública. Muchas gracias, Jaime Adrapo, del Ministerio del Interior, Subsecretaría de Prevención del Delito. La pregunta es, tengo dos, entonces una muy breves. La primera dice relación con cuál es el rol dentro de la toma de decisiones que ustedes tienen, porque estar en el mundo, entre el mundo privado y el mundo del Estado, no capto bien la dependencia suya y cómo miden el trabajo vuestro, qué tanto se expone esto a los medios de comunicación, lo que ustedes están pensando o no. Y en la misma lógica es si el programa de gobierno, en la experiencia que ustedes ya han tenido, de alguna forma se vio tensionado con lo que venían levantando tras la metodología que impulsan ustedes con una mirada estratégica. Si se provoca ahí alguna tensión y si es que las autoridades centrales han tenido que ir cediendo a lo mejor en lo que podríamos denominar un poco más las convicciones del programa. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profesor. Sebastián Salazar, del Ministerio de Defensa Nacional. La pregunta no tiene que ver con la experiencia personal que ustedes han tenido en el momento de la generación de las confianzas entre todos los participantes, interesados, académicos u personas que de una u otra forma se dedican a una labor determinada en la prospectiva. En consideración de que en nuestro país la realidad actual de una u otra forma nos ha mostrado de una tensión constante entre ambas posturas, principalmente existe una visión ideológica completamente opuesta entre uno y otro, y cómo poder, a través de su experiencia, poder tratar de ir acercando esa situación y tratar de ir solucionándola. Muchas gracias. Oui, ça suffit, c'est bien. J'ai pas tout à fait compris la dernière question. La dernière question, c'est quoi? La quoi? La dernière question, c'était... la confiance. Comment est-ce qu'on développe la confiance? Comment on développe la confiance? Okay. Bon, beaucoup... Ministère de Défense. Bon, il y a pas mal de questions qui tournent autour de la relation avec le politique. Hein. Je vais peut-être commencer par ça. Bon, il faut travailler, enfin, on peut être non partisan, il faut quand même être lucide, il faut savoir que dans une démocratie, il y a des cycles, donc il faut travailler avec le politique ou la politique telle qu'elle est. Bien sûr, un gouvernement qui vient d'arriver et qui dit voilà mon programme, un président qui vient d'arriver qui dit voilà mon programme, c'est pas la même situation que la fin d'un mandat où on attend le programme du suivant. Bon. Donc il y a des temps différents dans le fait de travailler. Alors j'étais nommé en 2013, donc je n'ai pas encore beaucoup de cycles derrière moi, mais
si vous voulez, il me semble qu'il y a un moment où, lorsque un gouvernement arrive avec des priorités très fortes, il a un mandat des électeurs pour mettre en œuvre ses priorités. La discussion, c'est essentiellement comment le faire. Hein, c'est-à-dire, c'est essentiellement de l'aider à prendre la dimension de ce problème dans ses priorités, d'un certain nombre de questions qu'il n'a peut-être pas assez traitées lors de la formulation de son programme électoral. Lorsque vous arrivez à la fin d'un mandat, la question qu'on se pose, c'est plus quels sont les grands sujets que le prochain mandat va devoir traiter. Donc vous êtes plus dans une période du cycle électoral dans laquelle, finalement, je ne dirais pas que le président en place, le Premier ministre en place ne compte pas, mais tout le monde voit bien qu'il faut commencer à se projeter au-delà, à préparer la suite. Et là, vous pouvez avoir un rôle utile si vous aidez à ce que ceux qui sont en train de travailler sur les programmes le font aussi en interaction avec des travaux de fond qui ont été faits, s'appuient sur des évaluations, enfin, ont tous cette interaction qui fait que vous améliorez la qualité des programmes politiques par là. Donc c'est ça, il me semble, qu'on essaye de faire. Il y a une tension éventuellement dans la relation. Cette tension, elle est tout à fait possible, acceptée, constructive dans certaines limites. Je dois pouvoir dire, moi j'ai eu par exemple, j'avais publié quelque chose sur la politique, j'avais publié un papier sur les dépenses publiques en disant, je disais tout à l'heure, le préscolaire, il faut dépenser plus, mais en disant, quand je regarde l'efficacité des dépenses publiques en comparaison internationale, je trouve que dans l'enseignement secondaire, nous dépensons beaucoup pour des résultats qui ne sont pas si bons que ça. Donc j'ai eu une lettre du ministre de l'Éducation et des déclarations dans la presse en disant qu'il n'était pas du tout d'accord, que ce n'était pas un bon travail, que ces experts ne comprenaient rien, etc. Bon, je me suis défendu. Moi, inévitablement, quand vous êtes amené à faire une évaluation et dire il y a des choses qui ne marchent pas, vous avez toujours un ministre qui dit mais non, ma politique, mon administration, c'est très bien. C'est tellement tentant pour un ministre de dire je défends les enseignants français sont excellents. Bon, je ne dis pas que les enseignants français sont mauvais, je dis que la performance du système est moins bonne pour une dépense plus élevée que dans d'autres pays. Alors, voilà. Donc ça fait partie des incidents avec lesquels il faut vivre et c'est tout à fait normal. Bon, bien sûr, ce que je ne peux pas faire, c'est de dire le programme du gouvernement est absurde. C'est une institution publique, mais ça, je n'essaye pas de le faire. J'essaye d'avoir des éléments de distance, d'autonomie, avec un horizon qui n'est pas le même. Je dois pouvoir, et je critique certains aspects de la politique du gouvernement, je ne peux pas me transformer en organe d'opposition, même si je pensais que c'était souhaitable. Évidemment, ça n'aurait aucun avenir, quoi. Donc je pense qu'il faut gérer la distance, et cette distance, ça dépend aussi, ça dépend des sujets, ça dépend de la vivacité de la polémique politique, ça dépend du temps dans lequel on est dans le cycle électoral, enfin ça dépend d'un certain nombre de choses. Mais par exemple, dans le rapport France dans 10 ans, j'ai critiqué des réformes qui avaient été faites en disant ces réformes ne vont pas assez loin, ces réformes sont positives, mais elles sont... il faut aller plus loin, elles sont trop graduelles, j'ai critiqué la méthode française pour faire des réformes. Donc, et ces critiques, sont parfaitement acceptées. Ensuite, le gouvernement me dit, moi je l'ai fait comme ça parce que je pensais que je ne pouvais pas aller plus loin. Je dis oui, mais ce que vous avez fait, ce n'est pas efficace parce que vous avez fait une réforme partielle, et une réforme partielle, c'est pas la moitié, une demi-réforme n'a pas la moitié de l'efficacité d'une réforme complète. Elle a moins de la moitié d'efficacité de cette réforme. Et ça, c'est une position que je défends. Et bon, si ensuite un responsable me dit, moi, je pense honnêtement que je ne peux pas aller plus loin que ce que j'ai fait parce que je mettrai les gens dans la rue, très bien, il a son jugement politique. Moi, j'ai mon jugement
sur l'efficacité des réformes. C'est un dialogue normal. Donc il y a des éléments de tension dans certaines limites. Mais il doit y avoir des éléments de tension, et il doit y avoir, sinon ça ne servirait à rien. Si je disais toujours que la politique du gouvernement est bonne, je ne servirais à rien. Dans les médias, ce que nous faisons est publié. Je m'exprime sur un ton qui n'est pas un ton polémique, qui est un ton d'expert, de quelqu'un qui réfléchit, de quelqu'un qui ne cherche pas à créer de la controverse pour créer de la controverse. Donc c'est un registre très différent du registre politique, mais je m'exprime et je dis donc ce qui me semble juste. En matière d'évaluation, là il faut être très clair, c'est-à-dire que ce sont les faits qui parlent. Ce ne sont pas des jugements, ce sont des faits. Donc, dans les matières d'évaluation, il faut être très précis. L'évaluation n'a pas de sens si elle ne peut pas être donnée, y compris lorsque les conclusions sont désagréables. Voilà. Alors, comment corriger le court-termisme ? Le court-termisme, il vient d'un certain nombre d'incitations qui sont très fortes. D'aller vers le court terme. Donc ce qu'on peut faire, c'est essayer de donner d'autres incitations, de mettre en avant des enjeux que personne ne peut considérer comme étant des enjeux sans importance. Et de faire en sorte, du coup, de susciter un débat autour de ces enjeux de manière à ce que les politiques soient amenés à se porter plus vers ces enjeux de moyen terme et moins vers la question instantanée. C'est tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez... je crois que, honnêtement, les responsables politiques, ils ont plutôt envie de parler des problèmes du moyen terme. Mais maintenant, ils sont pris dans toute une série de difficultés immédiates, de polémiques, etc., qui les en éloignent. Donc ils sont contents quand on les aide à aller plus vers ces questions plus structurelles. Et comment créer de la confiance ? Il y a plusieurs types de confiance. Moi, je crois que notre rôle, c'est de faire en sorte que, dans une situation dans laquelle beaucoup de citoyens ont des doutes sur ce qu'on leur dit, c'est d'abord de donner des informations, de donner accès à l'information, de faire en sorte qu'on écoute, de faire en sorte que on réduit cette espèce de perception, on nous ment. Donc cette perception qu'on nous ment qui est un poison. Donc ça veut dire qu'on est honnête, et que nous-mêmes on ne triche pas avec les faits. Ça veut dire qu'on donne accès aux informations sous-jacentes à nos publications. Enfin, il y a tout ce travail qui est création de confiance. Très souvent, la communication politique, ça consiste à dire des choses qui sont très fortement exagérées. Ça crée pas de la confiance. Nous, c'est pas ça qu'on veut faire. On ne doit pas faire ça. On ne doit jamais faire ça. On doit dire les choses comme elles sont. Alors, c'est une modeste contribution, bien sûr. Mais je pense que c'est le rôle qu'on peut jouer. Dernière question, si je ne me trompe pas. Non, pardon, pas la dernière question, avant-dernière question. Comment séparer la crise et la prospective ? Ça, c'est une question très difficile de point de vue économique. La vision traditionnelle, c'était de dire on a un cycle et on a des tendances. Bien sûr, en ce moment, ce n'est pas vrai. Bien sûr, toute la difficulté que nous avons eue en Europe ces dernières années, c'est de distinguer ce qui est le cycle et ce qui est les changements de tendance. Si nous étions dans une logique cyclique, nous aurions une croissance très forte parce que nous avons eu tellement de retard par rapport à la tendance de croissance antérieure qu'on aurait un rattrapage. Mais justement, il y a des effets permanents, durables d'un choc. Et aujourd'hui, une énorme difficulté dans la politique économique, c'est d'essayer de séparer ce qui est
la mauvaise gestion du choc, les effets d'accentuation du cycle, et puis ce qui va être une trace permanente de ce choc sur nos économies. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas raisonner en se séparant simplement en disant il y a la tendance et il y a les fluctuations. On est obligé d'essayer de déceler à l'intérieur de ce qu'on observe, qu'est-ce qui est durable et qu'est-ce qui l'est pas. On peut beaucoup se tromper, mais bon, il faut essayer de le faire. C'est autour de la notion de savoir comment évolue la croissance potentielle par rapport aux fluctuations. Dernière question, c'était en fait la première, c'était quels efforts il faut faire pour tout ça, quels investissements, ça dépend, je dirais. Le rapport sur, ça me donne l'occasion de le présenter. Voilà, le rapport sur la France dans 10 ans. J'ai pas chiffré là combien ça représentait, mais enfin, vous voyez, il y a eu là, je donne des éléments. Il y a eu dans les débats, on a eu 5 débats nationaux, 8 débats en région, plus des débats techniques multiples, mais ça c'était les grands débats nationaux et les grands débats en région. L'implication du Parlement, on a eu 700 participants actifs, 70 contributions écrites et 1700 propositions soumises sur l'Internet, par l'Internet, notamment dans un sondage qu'on a fait auprès des jeunes, où c'était eux qui soumettaient des propositions et d'autres qui votaient dessus. Donc ça a été un gros travail de consultation, hein. Ça a mobilisé les équipes. Une équipe, je dirais, au total, il y avait une quinzaine de personnes peut-être qui étaient mobilisées pendant plusieurs mois dans cet exercice. Bon, ça c'est le plus ambitieux que ce qu'on ait fait en termes de... mais évidemment, c'était très ambitieux parce qu'on traitait de plusieurs problèmes, de plusieurs dimensions du problème en même temps, hein. Ce que ici j'ai indiqué. Donc on peut faire des exercices sensiblement moins ambitieux. Mais disons pour un exercice de ce type, dès lors que vous voulez parler à la fois de questions économiques, de questions sociales, de questions d'environnement, de questions de la société, y compris dans notre cas des questions européennes, vous êtes amené à organiser un exercice qui est assez ambitieux. Bueno, yo quiero decirle al profesor Pisani que su intervención ha sido muy contundente y creo que nos ha ayudado mucho a nuestra propia reflexión chilena. Agradecerle a todos ustedes que hayan venido y despedirlo con un aplauso cariñoso a nuestro invitado francés. Como ha sido un honor para todos como miembros de la Administración Pública poder estar aquí esta noche, les pido a mis colegas de la Academia Diplomática que guíen a todos aquí a un café en el primer piso a la entrada del edificio para poder compartir por unos momentos más. Buenas noches y gracias por su presencia.